Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Daniel Tremblay, Un monde transnational est possible. Mutation des frontières internationales, 2010. Luong Can-Liem, Conscience éthique et esprit démocrate. Essai sur l'harmonie et le politique, 2010. Gérard Lefebvre, Quelques considérations sur l'attente, 2010. Philippe Poitou, La misère. Analyse sociologique, philosophique et politique, 2010. Claude Cebula, Discours sur la guerre ou la fatalité nécessaire, 2010. Alain Penven, Ville et coopération sociale, 2010. Jean-Pierre Girand, La République impudique, 2010. Santiago Lopez Petit, Aimer et penser. La haine du vouloir vivre, 2009. Santiago Lopez Petit, Aurore vacui. La traversée de la nuit du siècle, 2009. Robert de Rosa, Utopie et franc-maçonnerie, 2009. Éric Ferrand dire, Quelle république pour le XXIe siècle, 2009. Fred Dervin et Yasmine Abbas dire, Technologie numérique du soi et co-construction identitaire, 2009. Henri de France, Peut-on penser l'économie après Marx et Keynes? Sous la crise économique, une crise des fondements, 2009. Claude Meyer, Le blues du prof de fac, 2009. Avant-propos. Le parti fondé par Alain Madelin est disparu par suite de son échec aux élections présidentielles de 2002, s'appelait démocratie libérale. Cette expression caractérise un régime politique, dont la régulation économique et sociale est assurée principalement par l'exercice des libertés individuelles. Inversement, la démocratie providentielle désigne un régime dont le mode de régulation est fondé sur l'intervention systématique de l'État que l'on appelle alors État-providence. Si en France, nous savons à peu près ce qu'est la démocratie providentielle, tout simplement parce que nous vivons depuis longtemps dans un État-providence, la démocratie libérale mérite d'autant plus d'être expliquée qu'elle est mal connue. Lorsqu'il est question de libéralisme dans le discours public national actuel, c'est quasiment toujours pour l'accuser de bien des maux et lui attribuer une responsabilité particulière dans les crises sociales, économiques et financières que nous subissons périodiquement. Cette critique permanente montre que bien des responsables politiques, de délégués syndicaux, de journalistes, le grand public et même un grand nombre d'intellectuels ne savent pas vraiment ce qu'est le libéralisme. Tous ceux qui le condamnent systématiquement et le réduisent au principe laisser-faire, laisser-passer, oublient que la Révolution française de 1789 est une révolution libérale inspirée par les philosophes européens des XVIIe et XVIIIe siècles et que c'est elle, avec la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui a permis d'ériger les valeurs libérales, liberté, égalité et fraternité, en valeurs universelles. L'auteur de ce petit opuscule s'est donné comme tâche de promouvoir le libéralisme qu'il a défendu sous les couleurs du parti politique Alternative libérale, lors des élections européennes en 2009. L'échec de ce petit parti, qui a rallumé dans la mesure de ses moyens le flambeau politique du libéralisme en France éteint à la suite de la disparition de démocratie libérale, s'explique par des difficultés financières, le manque d'audience, son absence dans les médias et le très faible nombre de militants, mais aussi par la méconnaissance du public de cette théorie politique et économique qui date du siècle des Lumières et à élaboration desquelles les Français Rousseau, Montesquieu et Bastiat par exemple, ont largement contribué avec Locke, Hume, Pareto, Smith et bien d'autres. Cette méconnaissance rend les électeurs très perméables aux critiques à l'encontre du libéralisme, fondées ou non. Il existe par ailleurs une dynamique de pensée consistant à exiger des sciences sociales et appliquées, une théorie générale donnant la résolution complète des problèmes sociaux. Le libéralisme ne peut satisfaire cette exigence plus ou moins totalitaire, et certaines difficultés qui n'ont pas de solution rationnelle satisfaisante, ne peuvent se résorber que dans le temps et la douleur.
Il n'est que la meilleure solution possible et imparfaite à la vie en société. La perfection est réservée aux utopies. Mon adhésion aux idées libérales n'est pas récente, et résulte de mes choix personnels, de ma revendication de liberté, d'autonomie et de responsabilité. Mes travaux scientifiques d'enseignant-chercheur l'ont renforcée en me montrant les limites des mathématiques appliquées aux sciences de l'homme et de la société. Mes lectures, en particulier celles de deux auteurs, Tocqueville qui, dès 1840, avait prévu l'évolution des pays démocrates vers des États-providence, et Hayek, très inquiet 100 ans plus tard des progrès du socialisme qu'il observait au Royaume-Uni parmi les intellectuels et les responsables politiques, ont achevé de me convaincre. C'est la situation actuelle qui m'a incité à me présenter aux élections européennes. Je suis très perplexe et même inquiet devant l'évolution culturelle et sociale en France, et ne vois pas d'autre solution que d'appliquer les principes libéraux. Le premier consiste bien sûr à respecter les valeurs humanistes et universalistes, indépendamment des modes qui viennent souvent de l'étranger et des idéologies qui s'opposent à l'universalité de l'humanisme tout en s'en réclamant. Le second est la règle de la loi, expression de Hayek, ne pas remettre en cause pour des raisons conjoncturelles ou dans des cas particuliers des règles établies démocratiquement. Aucun parti politique en France ne défend cette position. Il y a dans l'état d'esprit de la population, d'un grand nombre d'intellectuels et des responsables politiques susceptibles d'être aux affaires, la persistance d'une idéologie de la toute-puissance de l'État chargée d'assurer le bien-être de tous, et de l'incapacité ou de la volonté de ne pas en voir les conséquences. Aux marges, il y a d'une part à gauche la haine du riche, et d'autre part le mépris du pauvre, dont l'absence de représentation politique explicite n'empêche pas l'existence. Je n'ai pas cherché à expliquer les fondements du libéralisme, certains auteurs sont bien plus compétents que moi pour cela, mais à mettre en évidence les excès auxquels conduit la démocratie providentielle pour montrer la nécessité d'un retour à une société beaucoup plus libérale que celle que nous connaissons actuellement. Les développements théoriques expliquant les obstacles auxquels se heurte la démocratie providentielle ont été déjà présentés dans des articles publiés dans des revues scientifiques et économiques. Malgré des simplifications, certains chapitres ou paragraphes restent difficiles à lire. Le lecteur pourra en reporter la lecture après avoir lu la conclusion. Connaissant l'aboutissement de ma réflexion, il en comprendra certainement mieux le déroulement. Les libéraux doivent redonner à la population le goût d'agir et la liberté de penser, la mettre en garde contre les intrusions idéologiques, les incitations financières, les avantages sociaux, lui montrer leur contrepartie. Encore faut-il que les idées libérales soient relayées par les médias, eux-mêmes soumis à la dynamique providentielle, au goût des lecteurs, à la culture des journalistes, et que les lecteurs acceptent de remettre en cause des idées enracinées depuis tant d'années dans nos pensées qu'elles sont considérées maintenant comme des évidences. Chapitre 1 Constat d'échec. Mais ce colosse social avait des pieds d'argile. Les situations économiques et démographiques sur lesquelles il reposait n'avaient pas vocation éternelle. Sur le plan économique, ce furent l'expansion cassée par le premier choc pétrolier et la montée du chômage consécutive. Sur le plan démographique, ce furent l'allongement phénoménal de la durée de la vie et la chute, dont on ne sait si elle est consécutive, de la natalité. 2. La France vit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sous un régime d'État-providence, qui, prenant en charge de plus en plus de besoins individuels, l'a transformé peu à peu en un pays d'économie dirigée, plus ou moins socialiste. Les prélèvements obligatoires atteignent en France près de 50% de la production intérieure brute, et l'État décide de plus de la moitié des dépenses. On est très loin d'un État libéral dont le rôle se limite essentiellement à assurer la sécurité et la liberté individuelle. Mettre au débit du libéralisme les difficultés économiques que traverse notre pays, c'est donc accuser les pays libéraux partenaires d'en être responsables. C'est le discours le plus répandu actuellement. Je préfère comme explication de ces difficultés l'antilibéralisme national et l'inadaptation de la France à l'environnement économique et social, européen et mondial. La fin de l'autorité. Les dernières manifestations massives en France, mouvement des banlieues en 2005, contre le CPE en 2006, les réformes des régimes sociaux spéciaux en 2007,
de l'université en 2008 et 2009, de l'hôpital etc., concerne l'autorité policière et politique 3. Cette autorité, c'est-à-dire la reconnaissance de ce pouvoir par la population, est au cœur du fonctionnement démocratique puisqu'elle aide le pouvoir politique à s'exercer sans se limiter à une simple gestion des tâches courantes. Sa disparition montre pour les uns l'affaiblissement de l'adhésion populaire à l'idéal démocratique, et inversement pour les autres l'insuffisance démocratique du régime en place. Ces deux interprétations ne s'excluent d'ailleurs pas mutuellement. On ne mesure guère les conséquences de ces manifestations. Autant il est normal de faire savoir à l'autorité politique son opposition à ses projets, autant il est anormal d'empêcher par la force l'application de ces réformes. J'ai choisi l'exemple du contrat première embauche, CPE, pour expliquer concrètement les conséquences d'une opposition radicale à une loi déjà votée. Le gouvernement Villepin a mis en place en 2005 le cadre juridique du CPE pour favoriser l'emploi des jeunes. Ce contrat donnait aux patrons beaucoup de liberté pour recruter et licencier les jeunes qui n'avaient jamais travaillé en entreprise. Ce contrat était copié sur le contrat nouvelle embauche, CNE, voté auparavant et appliqué sans opposition populaire manifeste, qui concernait le recrutement d'adultes dans des petites entreprises. On sait que le CPE a été abandonné à la suite de manifestations massives qui ont mis le gouvernement en difficulté. Sans juger du bien fondé de la réforme, je ne crois pas que ces manifestations aient été positives. Pour ceux qui étaient partisans du CPE, il est évident que non. Les autres ont obtenu son retrait par des méthodes antidémocratiques, blocage de voies ferrées, de routes, d'aéroports, manifestations massives, etc., et le fait d'y être parvenu justifie à leurs yeux l'emploi de ces méthodes. Ces manifestations n'étaient pas nécessaires. La loi aurait été retirée 1 an ou 2 plus tard, en même temps que la loi instaurant le CNE. Cette dernière a en effet été jugée par le Bureau international du travail incompatible avec le droit international du travail. En s'opposant par la violence et la force au CPE, les manifestants ont empêché en réalité les institutions démocratiques de jouer leur rôle. Normalement, une loi votée démocratiquement ne peut être retirée que par un autre vote démocratique. Si une majorité de la population lui est opposée, l'alternance démocratique jouera son rôle et la loi pourra être abrogée. Ou bien, comme cela se serait passé, par l'application de textes internationaux signés par la France. C'est ce qui a été fait dans le cas du CNE, et n'a l'être dans le cas du CPE. Au plan du fonctionnement des institutions, les conséquences des manifestations contre le CPE sont donc à mes yeux négatives, indépendamment de la nature du contrat. Il en est de même de toutes les manifestations dont l'objectif est le retrait pur et simple d'une mesure décidée démocratiquement. Réforme des universités, des retraites, de l'hôpital. Une réforme me paraît dangereuse. Je proteste avant le vote de la loi, je l'applique après. Procéder comme on le fait habituellement, multiplier les manifestations après le vote d'une loi pour en empêcher l'application, c'est empêcher notre société de fonctionner selon les règles, c'est peu à peu miner les fondations sur lesquelles nos institutions reposent et demander au pouvoir exécutif d'intervenir par abus de pouvoir ou aveu de faiblesse. C'est un processus de nature révolutionnaire. La fin du débat démocratique. Ce processus révolutionnaire signe la fin du débat démocratique. Le succès des manifestations contre une mesure déjà prise de façon démocratique présente des dangers évidents. La faiblesse du pouvoir donne une ouverture au laxisme, au populisme, à la démagogie. Comme l'a expliqué Hannah Arendt IV, elle peut conduire à des avatars dangereux de la démocratie comparables au totalitarisme qui ont existé dans le passé récent. La nature profondément antidémocratique des assemblées générales d'étudiants ou d'ouvriers, des manifestations de routiers qui bloquent les routes, d'agriculteurs qui déversent du lisier devant les préfectures, de pêcheurs qui bloquent les ports, d'ouvriers qui séquestrent des cadres d'entreprise est évidente. La détresse de ces hommes est causée par l'impuissance de l'État-providence à régler leurs difficultés alors que c'est son rôle, et que parfois il les a lui-même créés. Les débats, au sein de ces assemblées générales qui ne regroupent souvent qu'une faible proportion des gens concernés, sont complètement faussés. Ceux qui les mènent empêchent systématiquement toute contradiction de s'exprimer et se contredisent eux-mêmes.
il se réfère à la démocratie tout en la bafouant. Il ne s'agit pas en fait de débat, mais de discours polémiques, faisant appel aux sentiments du public, à la passion des tribuns et au charisme de ces derniers. L'objectif des leaders n'est pas le retrait d'une loi contestée, mais la contradiction en force du pouvoir en place. Aucune entreprise ni aucune administration ne prévoit dans leur statut d'assemblée générale du personnel céder devant les revendications qui s'y expriment, c'est donc contourner des règles qui ont été établies antérieurement. C'est changer la règle du jeu pendant le jeu, avec l'accord des manifestants parce qu'ils n'en admettent pas le résultat, et de l'institution parce qu'elle perd le contrôle de la situation. L'opposition catégorique d'une partie de la population à une loi votée peut montrer qu'un certain nombre d'arguments, de situations, de conséquences, n'ont pas été suffisamment pris en compte et qu'une situation intolérable en démocratie est en train d'être créée. Dans ces conditions, comme le reconnaît d'ailleurs Tocqueville, le refus catégorique est justifié. Mais ce n'est pas souvent le cas. La faiblesse du pouvoir politique provoque des revendications complètement absurdes, fondées sur des argumentations ridicules. En 1974 par exemple, mes élèves de terminale manifestaient contre la réforme Debré du service militaire qui concernait, compte tenu de délais d'application, les élèves de collège. Grève des cours, manifestations massives, blocage des lycées et universités. Ils m'ont expliqué qu'ils défendaient les intérêts de leurs petits frères. Il est pour le moins scandaleux que ces grèves et manifestations aient reçu le soutien de certains collègues et syndicats, dont l'intérêt politique et idéologique primait de toute évidence celui des élèves. Le rôle de l'opposition politique est ici difficile. Si elle soutient les manifestations contre une loi déjà votée, elle reconnaît que le débat démocratique a été insuffisant, mais participe au changement de la règle du jeu. Si elle ne les soutient pas, elle prend une posture qui peut être interprétée comme une forme de complicité avec le pouvoir en place. Cette interprétation est diffusée par les partis extrémistes, qui justifient systématiquement les manifestations dans un intérêt uniquement idéologique. La seule solution pour éviter ces troubles est une collaboration de fait entre l'opposition politique et le pouvoir en place. Elle consiste à respecter la règle du jeu, la règle de la loi, pour reprendre l'expression de Hayek. C'est en donnant systématiquement la priorité aux valeurs démocratiques que l'on évite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.